Au dîner de Noël, mon père a dit, « Tu es un fardeau. Va-t'en. » Le lendemain, j'ai fait mes bagages et j'ai coupé les 1800 € de factures mensuelles dont il dépendait. Ce qui s'est passé ensuite m'a moi-même choqué. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance. Elle parle de survie. Avant d'entrer dans les détails de cette nuit qui a tout changé, j'aimerais prendre une seconde pour vous remercier d'être là. Ces histoires sont réelles, elles sont douloureuses, et savoir qu'on n'est pas seul est important. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, ou quel pays, vous m'écoutez ce soir. Et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais me sentir connecté à vous, où que vous soyez. Je m'appelle Adélie. J'ai 24 ans. Et ce qui me semble être une éternité, ce n'est pas ma vie que je vis. Je suis la gestionnaire de paix d'une famille en faillite émotionnelle et financière. Nous habitons, ou plutôt, nous occupons un HLM gris à Bétheny, une de ces communes dortoirs qui touchent Reims. De la fenêtre de ma chambre, je ne vois que d'autres barres d'immeubles, grises comme le ciel de la Marne en hiver. Mon travail, c'est ironique, c'est gestionnaire de paix. Je passe mes journées à calculer les salaires des autres, à vérifier que chaque centime est correct. Et le jour de la paix, mon propre salaire, durement gagné, ne fait que transiter par mon compte. Il n'est pas pour moi. Il est pour eux. Il y a d'abord mon père, Pascal. Un homme qui, autrefois, portait des chantiers sur ses épaules larges. Conducteur de travaux. Il rentrait le soir, couvert de poussière blanche, mais il riait fort. Il y a 2 ans, la boîte a coulé. D'un coup. Depuis, c'est le chômage, puis le RSA, et surtout, l'amertume. L'amertume est devenue une odeur dans la maison, un mélange de picon non rincé et de tabac froid. Il passe ses journées devant la télévision, le regard mort, son silence aussi lourd qu'un reproche. Il y a ma mère, Sylviane. Elle est aide à domicile, à temps partiel. Elle rentre le soir, se plaignant de son dos, de ses patients. Sa fatigue est un bouclier. Elle l'utilise pour ne rien voir, ne rien entendre, et surtout, ne jamais prendre parti. Elle flotte dans la maison comme un fantôme, évitant les conflits, ce qui, en soi, est une forme de complicité. Et il y a Maxence. Mon petit frère. 17 ans. La seule lumière dans cet appartement. La seule raison pour laquelle je n'ai pas claqué la porte il y a des années. Il est coincé ici, tout comme moi, mais lui n'a pas encore l'âge de fuir. Chaque mois, le 5, le prélèvement tombe. Mon salaire. Et le 6, les paiements partent. 1800 €. Ce n'est pas une participation. C'est tout. Le loyer de l'HLM, que j'ai dû reprendre à mon nom quand Pascal ne pouvait plus payer. Les factures EDF, astronomiques, car Pascal refuse de baisser le chauffage, c'est son dernier « luxe ». La facture d'eau de la SOR. L'abonnement Bouygues, le pack complet Internet Téléphone TV, sans lequel Pascal deviendrait fou. Et la carte de crédit Carrefour, celle que j'ai bêtement donnée à ma mère, pour les courses, et qui sert surtout à acheter son vin et le picon de mon père. Ce qu'il me reste? 300 €. Pour mon essence, ma mutuelle, et ma propre nourriture, que je mange souvent au travail. Je ne sors pas. Je n'ai pas d'amis. Je suis une machine à payer. Je le savais. Il le savait. Nous vivions dans ce mensonge organisé. Je pensais que mon sacrifice achetait au moins une forme de paix. Une paix froide, tendue, mais la paix. Mais ce réveillon de Noël, j'allais découvrir que je ne faisais qu'acheter du temps. Et le temps venait de s'écouler. Le 24 décembre. L'odeur de la dinde bon marché que j'avais achetée chez Carrefour remplissait l'appartement. Une dinde trop petite, déjà trop cuite. L'atmosphère était électrique. Dehors, il pleuvait une pluie glaciale, typique de Reims. Dedans, ce n'était pas mieux. Nous étions à table depuis 10 minutes. Le silence était absolu, brisé seulement par le cliquetis agressif de la fourchette de Pascal contre son assiette. Il détestait la dinde. Il détestait Noël. Il détestait sa vie. Et ce soir-là, j'allais découvrir qu'il me détestait, moi. Sylviane essayait de meubler. Il fait froid, n'est-ce pas? Heureusement qu'Adélie paie bien le chauffage. Elle n'a pas pu finir sa phrase.
Le chauffage, a ricané Pascal, sans lever les yeux. Bien sûr. Mademoiselle paie. Mademoiselle est notre sauveuse. J'ai senti le venin. J'ai posé ma fourchette. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, papa. Tu ne comprends pas? Il a levé les yeux. Ils étaient injectés de sang. Il buvait son picon dans un verre à moutarde depuis midi. Tu comprends très bien. Tu te pavanes ici. Tu paies les factures et tu nous regardes de haut. Tu te crois meilleur que nous, hein? Avec ton petit boulot de merde, à compter les sous des autres. Pascal, s'il te plaît, a murmuré Sylviane, les yeux suppliants. Pas ce soir. C'est Noël. Pas ce soir? Et pourquoi pas ce soir? C'est le soir de la vérité. Il s'est levé d'un coup. Sa chaise a raclé le lino dans un bruit strident. Maxence, à côté de moi, s'est recroquevillé sur lui-même. Pascal a pointé son doigt vers moi. Un doigt sale, l'ongle noir. Toi. Tu n'es qu'un fardeau. Une sangsue. Le mot m'a frappé en pleine poitrine. Un fardeau. Moi. Celle qui payait pour le toit au-dessus de sa tête, pour l'alcool dans son verre. Je te paie tout, papa, ai-je soufflé, la voix tremblante. Tu ne paies rien du tout, a-t-il hurlé, si fort que j'ai senti les postillons. Tu nous humilies. Tu me rappelles chaque jour que je ne suis plus un homme. J'en ai marre de voir ta sale gueule de Sainte-Nitouche. Il a fait un pas vers moi. J'ai reculé. Tayacha, a-t-il crié en vietnamien, utilisant cette insulte qu'il avait apprise d'un ancien collègue et qu'il trouvait drôle. Un fardeau. Va-t'en. Le silence qui a suivi était total. Un silence de mort. Un silence où l'on entendait le tic-tac de l'horloge de la cuisine. J'ai tourné la tête vers ma mère. Mon dernier espoir. Mes yeux la suppliaient. Dis quelque chose. Dis-lui d'arrêter. Dis-lui qu'il est fou. Sois ma mère. Juste une fois. Sylviane n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas levé les yeux vers moi. Elle a regardé la nappe en toile cirée. Et, d'une main tremblante, elle a pris sa serviette en papier. Et elle a commencé à la plier. Méticuleusement. Un carré. Puis un triangle. Ce petit geste. Ce pliage de serviette. C'était la trahison ultime. C'était sa signature au bas du contrat d'expulsion. Elle avait choisi son camp. Elle choisissait le confort de sa lâcheté plutôt que sa propre fille. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. La petite flamme d'espoir, de devoir, d'amour filial. Elle s'est éteinte. D'un coup. Remplacée par un froid polaire. Je me suis levée. Il n'y avait pas de larmes. Ma voix était parfaitement calme. D'accord, ai-je dit. Je me suis retournée. J'ai marché vers le couloir. Derrière moi, j'ai entendu le son le plus obscène du monde. Le son de la télévision qui se rallumait. Le match de foot. Il avait déjà repris sa place sur le canapé. J'étais déjà partie. J'étais déjà effacée. J'ai monté les escaliers. Chaque marche résonnait dans ma tête. La porte de ma chambre. J'ai tourné la poignée, je suis entrée. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement. Je n'ai pas tourné la clé. Je n'avais plus peur qu'ils entrent. J'avais juste besoin de respirer un air qui n'était pas le leur. L'air était glacial. Ma chambre était la seule de la maison qui n'était jamais vraiment chauffée. Je gardais le radiateur électrique au minimum pour économiser sur cette facture EDF que je payais. L'ironie me brûlait la gorge. En bas, j'entendais les acclamations étouffées du match. Ils avaient déjà tourné la page. Leur fardeau était parti, et la vie reprenait son cours normal. La normalité de leur dysfonctionnement. J'ai tiré la vieille valise de sous mon lit. Elle était couverte de poussière. Je l'ai ouverte sur mon lit d'adolescente. Et j'ai commencé. Mécaniquement. Je n'ai pas pleuré. C'était étrange. J'étais vide. J'étais un robot. Je pliais mes vêtements avec une précision militaire. Les pulls. Les jeans. Les sous-vêtements.
Ma seule tenue correcte pour le travail. Mes quelques livres. Une photo de Maxence et moi, il y a 5 ans, avant que le visage de papa ne devienne cette chose haineuse. J'ai laissé tout le reste. Mes posters d'adolescente. Mes souvenirs d'enfance. Ce n'était plus ma vie. Où irais-je? Il était 21h, la veille de Noël. J'irais chez Morgane. Ou à l'hôtel. Peu importe. Loin. Puis, on a toqué. Doucement. Si doucement que j'ai cru l'avoir imaginé. Adélie? C'était Maxence. Sa voix était un murmure, brisé par la peur. J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, les yeux rouges, serrant son téléphone si fort que ses doigts étaient blancs. Tu pars vraiment? J'ai hoché la tête. La valise ouverte sur mon lit parlait pour moi. Mais, et l'Internet, dit-il, et c'était tellement une question d'adolescent que j'aurais pu en rire si la situation n'était pas si tragique. J'en ai besoin pour les cours. Pour mes recherches. Puis sa voix s'est brisée. Si tu pars, qui va payer? Ils se débrouilleront, Max. Non, ils ne le feront pas, dit-il, et il avait l'air soudain plus vieux que ses 17 ans. Tu le sais. Il va juste boire plus. Et elle va juste pleurer en silence. Il m'a regardé, les yeux pleins d'une terreur que je connaissais trop bien. Emmène-moi avec toi. S'il te plaît, Adélie. Je ne peux pas rester ici. Pas sans toi. Mon cœur s'est brisé. En 1000 morceaux. Oh, comme j'aurais voulu. Je ne peux pas, Max. Ma voix était rauque. Je ne peux pas. Tu es mineur. Ils appelleraient la police. Ils diraient que je t'ai enlevé. C'est ce qu'ils feraient. Ils me détruiraient. Et ils te ramèneraient ici. Et ce serait pire. Il a baissé la tête. Les larmes coulaient sur ses joues. J'ai fouillé dans mon sac à main. J'avais retiré de l'argent pour les cadeaux de Noël, que je n'achèterais jamais. J'ai pris 200 €. Je les lui ai fourrés dans la main. Cache ça. Pour les urgences. Pour des écouteurs. Pour ce que tu veux. Mais ne leur dis jamais. Il a essayé de refuser. Prends-les. Et écoute-moi bien, Maxence. J'ai attrapé son visage entre mes mains. J'ai forcé son regard à rencontrer le mien. Je dois faire ça. Pour moi. Mais je ne t'abandonne pas. Tu m'entends? Jamais. Tiens bon. Reste invisible. Fais ce qu'ils disent. Ne le provoque pas. J'ai pris une grande inspiration. Tu as 18 ans dans 7 mois. Le 14 juillet. Je te le jure sur ma vie, Maxence. Le 14 juillet, je serai là. Je viendrai te chercher. Je serai garé en bas de cet immeuble. Que tu sois prêt ou non, je serai là. D'ici là, tiens bon. Ce n'était pas seulement une promesse. C'était un contrat. Un serment de sang. Il était la seule famille qui me restait. À cet instant, j'avais l'impression d'abandonner mon frère. C'était un sentiment horrible, une culpabilité qui me rongeait. Dites-moi, que feriez-vous à ma place? Laisser un adolescent dans cet environnement toxique, ou l'emmener et risquer que les services sociaux s'en mêlent, et potentiellement perdre votre frère pour de bon? Dites-moi honnêtement ce que vous auriez fait dans les commentaires. Il a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je l'ai serré une dernière fois, j'ai fermé ma valise, et je l'ai traîné dans le couloir. Le bruit des roulettes sur le lino était le seul son dans la maison, à part le match de foot. J'ai descendu les escaliers. Chaque marche était un pas de plus vers l'inconnu. Le son des roulettes de ma valise sur le lino du couloir était assourdissant. J'espérais. Une partie de moi, stupide et naïve, espérait encore qu'une porte s'ouvre. Que ma mère sorte en pleurant. Que mon père grogne un « Attends ». Rien. Le match de foot battait son plein. Dans le salon, à travers la porte entr'ouverte, j'ai vu la lumière bleue de la télévision vaciller sur le visage de Pascal, affalé sur le canapé, une bière à la main. Sylviane était en cuisine. Elle lavait des verres. Elle m'a entendu. J'ai vu son dos se raidir. Mais elle n'a pas tourné la tête. Ils m'ont laissé partir.
J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de décembre m'a giflé le visage, comme pour me souhaiter la bienvenue dans la réalité. J'ai chargé ma valise dans le coffre de ma vieille Clio. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait la pluie et le désespoir. Je suis monté dans la voiture. J'ai tourné la clé. Le moteur a protesté avant de démarrer. Et je suis resté là. Pendant une minute entière. Les phares éclairant le mur de briques en face. Où aller? J'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé Morgane. Ma collègue. Ma seule amie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix pétillante. Joyeux réveillon, Adélie. Alors, le Père Noël t'amène quoi? Ma voix s'est brisée. Morgane, il m'a mise à la porte. Le silence à l'autre bout du fil a été total. Puis, où es-tu? Non. Ne réponds pas, viens chez moi. Tu sais où j'habite. L'immeuble près de la fac. Mon canapé est nul, mais il est à toi. Je t'attends. 20 minutes plus tard, je garais ma Clio dans une rue de Reims. Morgane m'attendait sur le pas de la porte, en pyjama de Noël ridicule et un grand manteau. Elle n'a pas posé de questions. Elle a pris ma valise, m'a fait entrer dans son petit studio chaud et lumineux, et m'a servi un chocolat chaud. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, m'a-t-elle dit. Pendant qu'elle préparait le canapé-lit, je me suis assise à sa table de cuisine. J'ai sorti mon ordinateur portable. L'adrénaline pompait encore dans mes veines, mélangée à un sentiment étrange. Un sentiment de pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? M'a-t-elle demandé doucement, en me tendant une couette. Je récupère ma vie, ai-je répondu. J'ai ouvert mon navigateur. Je me suis connecté à mon espace client du Crédit Agricole. La liste des prélèvements automatiques s'est affichée. C'était la liste de mes chaînes. 1800 €. J'ai commencé. EDF, électricité et chauffage. Gérer le prélèvement. Clic, annuler l'autorisation. Clic. Sort, O. Modifier mes options de paiement. Clic, supprimer le prélèvement automatique. Clic. Bouygues, Internet, téléphone, TV. Mes factures. Clic, annuler le mandat CEPA. Clic. Carte de crédit Carrefour, celle de Sylviane. Option de la carte. Clic, bloquer la carte. Clic, signaler comme perdu. Non, pas perdu. Annuler. Clic. Mes mains tremblaient. Je ne tremblais pas de colère. Je tremblais de peur. Une petite voix dans ma tête hurlait. Tu es un monstre. Qu'est-ce que tu fais? Ils vont avoir froid. Et Maxence? Tu punis Maxence. J'ai failli tout arrêter. J'ai failli fermer l'ordinateur. Ma souris a survolé le bouton annuler. Et puis, j'ai revu le visage de ma mère. Pliant cette serviette en papier. Son silence. Son accord tacite. Elle n'avait pas pensé à Maxence. Elle n'avait pas pensé à moi. Elle n'avait pensé qu'à sa propre paix, à ne pas faire de vagues. Le tremblement s'est arrêté. Ma main est devenue stable comme un roc. La culpabilité a disparu, remplacée par une détermination glaciale. Je ne les punissais pas. Je me sauvais. Clic, clic. Clic. En moins de 10 minutes, j'ai effacé 2 ans de servitude financière. 1800 €. Je venais de récupérer ma vie. Mais eux venaient de perdre la leur. Ils ne le savaient pas encore. Les 2 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. C'était le 25 et le 26 décembre. Morgane a été un ange. Elle m'a forcé à regarder des films de Noël idiots, nous avons mangé des restes de sa propre famille, et nous avons bu du vin chaud en parlant de tout, sauf de ce qui venait de se passer. J'ai mis mon téléphone en mode avion. J'avais besoin de 48 heures. 48 heures pour être Adélie, 24 ans, et non, le fardeau. Le lundi 27 décembre est arrivé. Le retour à la réalité. J'ai réactivé mon téléphone. Rien. Pas un message. Pas un appel manqué. Comme si je n'avais jamais existé. Je suis allée au travail, le visage impassible.
J'ai traité des fiches de paie. J'ai bu le café infâme de la machine. J'ai souri à mes collègues. Et j'ai attendu. L'attente est une forme de torture. L'attente n'a pas été longue. Vers 14 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Maxence. L'électricité est coupée. Papa fracasse les murs. Mon cœur a fait un bond. Pas pour eux. Pour Maxence. J'ai texté en retour, mes doigts glissant sur l'écran. Tu es en sécurité? Va dans ta chambre. Verrouille la porte. Mets tes écouteurs. Fais-toi petit. Il a répondu, ok. C'est le chaos ici. Maman pleure. Je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter davantage. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Maman ». J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. J'avais besoin d'entendre sa voix. J'avais besoin de savoir. J'ai décroché à la 3e sonnerie. J'ai mis le haut-parleur. Morgane, qui partageait mon bureau, a levé les yeux de son écran, les sourcils froncés. Adélie. La voix de Sylviane n'était pas triste. Elle n'était pas inquiète. Elle était furieuse. Une fureur aiguë, stridente, que je ne lui avais jamais entendue. Adélie. Qu'est-ce que tu as fait? La télé ne marche plus. Il n'y a plus de chauffage. On gèle. C'est irresponsable. Irresponsable. Le mot a résonné dans le bureau silencieux. Moi. Irresponsable. J'ai pris une grande inspiration. J'ai gardé ma voix calme, professionnelle. La même voix que j'utilisais pour expliquer à un chauffeur routier pourquoi ses heures supplémentaires n'avaient pas été comptées ce mois-ci. Bonjour, maman. J'ai juste arrêté de payer pour les services que je payais. Comme papa me l'a demandé. Il a dit que j'étais un fardeau et que je devais partir. Alors je suis partie. Et mes paiements aussi. Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. J'imaginais son visage, la bouche ouverte. Mais c'est Noël, a-t-elle finalement balbutié, comme si la magie des fêtes de fin d'année était un moyen de paiement accepté par EDF. Tu ne peux pas nous faire ça. Pascal, il est hors de lui. Il a cassé une chaise. Ce n'est plus mon problème, maman. Vous êtes des adultes. Vous allez devoir trouver une solution. Appelez EDF. Donnez-leur votre propre RIB. Une solution? Quelle solution? Tu sais très bien que nous n'avons pas d'argent. Tu nous as tout pris. Je n'ai rien pris, ai-je dit, et ma voix est devenue aussi froide que l'appartement qu'elle décrivait. J'ai juste arrêté de donner. Il y a une différence. Je ne suis plus votre famille. Vous vous souvenez? J'ai raccroché. Morgane me regardait, les yeux ronds. Waouh, a-t-elle dit. Tu es, waouh. Je tremblais. Non pas de peur. De colère. De la pureté de leur égoïsme. Ils ne m'avaient pas appelé pour s'excuser. Ils ne m'avaient pas appelé pour me demander si j'allais bien. Ils ne m'avaient pas appelé pour me demander de revenir. Ils m'avaient appelé pour réparer la télévision. Je pensais que c'était la fin. Je pensais qu'ils allaient comprendre la leçon. Qu'ils allaient devoir affronter la réalité. J'étais tellement naïve. Quand l'argent facile disparaît, la vraie nature des gens se révèle. Et la leur était sur le point de devenir bien plus sombre que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La colère de ma mère au téléphone n'était que le début. C'était une colère impuissante, le cri d'un enfant capricieux. La réaction de mon père, elle, a été bien plus méthodique. Et bien plus dangereuse. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une série de mails de ma banque. J'ai failli les ignorer. Alerte de sécurité, Crédit Agricole. Tentative de connexion suspecte depuis un nouvel appareil. Votre mot de passe a été bloqué après 3 tentatives échouées. J'ai eu un frisson. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu essayer. Il avait dû fouiller dans mes vieux papiers. Au même moment, mon téléphone a vibré. Maxence. Papa est sur ton vieil ordi. Celui que tu as laissé ici. Il est furieux. Il n'arrête pas de crier qu'il va récupérer son argent. Il a trouvé tes vieux relevés de compte dans le tiroir du bureau.
bien sûr. Il avait mon numéro de compte. Il avait ma date de naissance. Il essayait de se connecter à ma banque en ligne. Il essayait de récupérer son argent. Mon argent. J'ai immédiatement appelé le service client du Crédit Agricole. J'ai passé 20 minutes humiliantes à expliquer la situation. Non, je ne suis pas Monsieur Pascal. Je suis sa fille. Oui, c'est lui qui essaie de se connecter. Non, il n'a pas la procuration. J'ai changé mon mot de passe pour une combinaison absurde de 20 caractères. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai mis en place une alerte pour chaque transaction, même d'1 centime. Je me sentais sale. Je venais de traiter mon père comme un criminel. Mais n'était-ce pas ce qu'il était en train de devenir? Je pensais avoir éteint l'incendie. Mais je n'avais fait que le forcer à trouver un autre chemin. L'escalade a été plus rapide que je ne l'aurais cru. Le lendemain matin, en vérifiant mes emails au travail, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Un email de Cofidis. Objet, votre demande de prêt est en cours d'examen. J'ai cru que j'allais vomir sur mon clavier. C'était une erreur. Ce n'était pas possible. J'ai ouvert l'email. Chère Madame Adélie, nom de famille, nous vous remercions de votre demande de prêt personnel de 5 000 €. Votre dossier est en cours d'étude. 5 000 €. Il n'avait pas seulement essayé de se connecter à mon compte. Il avait activement essayé de contracter un prêt. À mon nom. Il ne s'agissait plus d'un père en colère pour une facture de chauffage. Il s'agissait d'une fraude à l'identité. Il essayait de détruire mon avenir financier, de ruiner mon score de crédit, de m'entraîner dans sa chute. La somme, 5 000 €, était suffisamment importante pour me causer des années de problèmes, m'inscrire à la Banque de France. J'ai attrapé mon sac. J'ai dit à Morgane que j'avais une urgence. J'ai couru dans les toilettes et j'ai appelé Cofidis. Je tremblais si fort que j'ai à peine réussi à composer le numéro. Bonjour, je m'appelle Adélie. Je viens de recevoir un email. Je n'ai jamais fait cette demande. Je pense que c'est mon père. Il a accès à mes informations. Il a volé mon identité. Le mot était lâché. Voler. La femme à l'autre bout du fil a été incroyablement compréhensive. Dieu merci. Elle a tout bloqué immédiatement. Elle m'a conseillé de porter plainte. Porteur plainte. Contre mon propre père. Le mot avait un goût de cendre. Mais qu'était-il, à ce stade? Un père? Ou juste un homme qui partageait mon nom de famille et qui essayait de me ruiner? J'ai annulé la demande. J'ai mis des alertes sur mon dossier de crédit. J'ai changé le mot de passe de ma boîte email, de mon compte Amélie, de tout ce qui pouvait être utilisé contre moi. J'ai bloqué le prêt. J'ai changé tous mes mots de passe. Mais j'avais sous-estimé sa rage. Une rage alimentée par l'alcool et le sentiment d'impuissance. Il ne voulait plus seulement mon argent. Il voulait que je paie. Il voulait me détruire. Et il allait essayer de le faire d'une manière bien plus directe. 2 jours se sont écoulés. 2 jours d'un silence radio terrifiant. Maxence ne répondait plus à mes messages. Son téléphone sonnait dans le vide. Avait-il été puni? Lui avait-il pris son téléphone? La peur pour sa sécurité commençait à l'emporter sur ma colère. J'étais sur le point d'appeler la gendarmerie pour un contrôle de bien-être quand l'enfer s'est déchaîné. C'était le jeudi soir. J'étais chez Morgane. Nous venions de finir de dîner, un simple plat de pâtes. Il était peut-être 20 heures. Nous regardions une série stupide. Soudain, des coups violents ont fait trembler la porte d'entrée. Boum. 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 Ce n'était pas quelqu'un qui toque. C'était quelqu'un qui essayait de défoncer la porte. Le verre dépoli de l'entrée vibrait. Morgane et moi nous sommes regardés, pétrifiés. Mon cœur a raté un battement. Adélie. La voix. C'était lui. Pascal. Sa voix était rauque, déformée par la rage et l'alcool. Mais, comment? Comment avait-il trouvé l'adresse? Je ne l'avais jamais donnée. M'avait-il suivi?
Ouvre cette porte. Je sais que tu es là, salope. Tu vas me le payer. Ouvre. Morgane était blanche comme un linge. Elle a reculé dans la cuisine, attrapant son téléphone. Appelle la police, m'a-t-elle soufflé, les larmes aux yeux. Boum. 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 La porte vibrait sur ses gonds. J'avais peur que la serrure ne lâche. J'ai composé le 17. Ma main tremblait si fort que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. J'ai besoin d'aide. Mon père. Il est ivre. Il est chez mon ami. Il essaie de défoncer la porte. Il me menace. L'opérateur a été calme, professionnel, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la situation encore plus surréaliste. Pendant que j'étais au téléphone, j'ai rampé jusqu'au couloir et j'ai regardé par le Judas. Mon cœur s'est arrêté. Il était là. Son visage était à quelques centimètres de la porte. Il était rouge, congestionné, les yeux fous. La sueur coulait sur ses tempes. Il haletait comme un animal. Mais il n'était pas seul. De l'autre côté du palier, la porte de Madame Pichon, la voisine du 3B, était entr'ouverte. Juste une fente. Et je pouvais voir la lumière bleue d'un téléphone. Elle filmait. Elle filmait toute la scène. La honte. Une honte brûlante m'a envahi. Plus forte que la peur. Ma vie, mon drame familial, réduit à un spectacle de seconde zone pour une voisine en manque de sensations. J'allais être la fille dont le père ivre a hurlé dans le couloir. ILS sont en route, ai-je dit à Morgane, ma voix un mince filet. Adélie. Tu me dois tout. Tout, hurlait-il de l'autre côté. C'est mon argent. C'est ma maison. Ouvre. Les minutes semblaient des heures. Puis nous avons entendu les sirènes. Et des bruits de bottes lourdes dans l'escalier. J'ai regardé à nouveau par le Judas. 2 gendarmes. Ils avaient l'air jeunes, mais fatigués. Ils ont attrapé Pascal par les épaules. Monsieur, calmez-vous. Il s'est débattu. Lâchez-moi. C'est ma fille. Elle me vole. L'un d'eux a toqué à la porte. Gendarmerie. Ouvrez, s'il vous plaît. Tout va bien. J'ai ouvert. Je tremblais de la tête aux pieds. C'est vous qui avez appelé, mademoiselle ? Avant que je puisse répondre, Pascal, dans un accès de rage surhumaine, s'est arraché à la poigne d'un des gendarmes. Il a plongé vers moi. Je vais te tuer. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Le 2e gendarme l'a attrapé. Il l'a plaqué au sol. Le bruit de son corps heurtant le paillasson était sourd. Au sol. Restez au sol. Il hurlait. Des insultes. Des menaces. Tout cela, sous le regard de Madame Pichon, qui filmait toujours. On l'embarque pour ivresse sur la voie publique, dégradation et menace de mort, a dit l'un des gendarmes, essoufflé, en lui passant les menottes. Ils l'ont relevé. Il était pathétique. Une larme de rage coulait sur sa joue. Tu vas le regretter, Adélie. Tu le regretteras. Je l'ai regardé se faire emmener. J'ai regardé Madame Pichon fermer lentement sa porte, sans doute pour envoyer la vidéo à tout le quartier. J'ai fermé ma propre porte. J'ai glissé le long du mur. J'ai cru que c'était le fond. J'ai cru que ma mère, en apprenant que son mari avait été arrêté, allait enfin se réveiller. Qu'elle aurait peur. Qu'elle me supplierait de pardonner. Je me trompais encore. J'avais sous-estimé sa propre part d'ombre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? L'arrestation de mon père a été un choc. Mais pas de la manière dont je l'imaginais. Je ne pouvais plus rester chez Morgane. C'était évident. Elle avait eu la peur de sa vie, et je ne pouvais pas lui imposer ça. Et puis, il y avait Madame Pichon. Je ne pouvais pas affronter son regard le lendemain matin, un regard mêlé de pitié et de jugement. J'ai appelé Clarisse, une autre collègue, qui vivait à l'autre bout de Reims, du côté de Cormontreuil. Elle n'a pas posé de questions.
Viens, a-t-elle juste dit. Cette nuit-là, j'ai déménagé mes quelques affaires, pour la deuxième fois en une semaine. Je me sentais comme une réfugiée, une fugitive. L'arrestation de Pascal aurait dû calmer les choses. Elle aurait dû leur faire peur. Mais elle n'a fait que réveiller l'autre monstre. Le monstre silencieux. Sylviane. 2 jours après l'incident, alors que j'essayais de me concentrer sur un tableau Excel, mon téléphone a vibré. Maxence. Enfin. Son nom sur mon écran n'avait jamais été aussi bienvenu. Adélie. Ta Clio. Elle est garée devant la maison. J'ai froncé les sourcils. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Ma voiture était là, sur le parking, là où je l'avais laissée ce matin. Quoi? Non, Max. Ma voiture est avec moi, au travail. Tu es sûr? Non. Je te le jure. C'est la tienne. La même couleur. La même plaque d'immatriculation. Je la vois par la fenêtre. Maman vient de rentrer avec. Mon sang s'est glacé. J'ai raccroché. J'ai couru à la fenêtre. J'ai regardé de plus près. La voiture sur le parking, ce n'était pas la mienne. C'était celle de Clarisse. Ce matin, j'étais en retard. Clarisse m'avait déposé. Ma voiture était restée garée dans sa rue. J'ai appelé Clarisse, le cœur battant. Ma voiture, elle est toujours garée en bas de chez toi? Un silence. Attends, je vais voir. J'entendais le bruit de ses pas, l'ouverture de sa porte. Une minute qui a duré une éternité. Adélie, elle n'est plus là. J'ai cru que tu étais revenue la chercher à la pause déjeuner. La clé de secours. La putain de clé de secours. Celle qui était dans le tiroir de la cuisine, au cas où. J'avais oublié. J'avais tout pris sauf ça. Sylviane. Ma mère. Elle n'avait pas d'argent pour le bus. Elle avait besoin de se déplacer. Alors elle était venue. Elle avait pris le bus jusqu'à l'appartement de Clarisse. Et elle avait volé ma voiture. Je suis sortie du bureau en trombe. J'ai dit à mon chef que j'avais une urgence familiale, ce qui était la plus grande litote de l'année. J'ai pris un Uber. Pas chez Clarisse. Directement à Bétheny. Quand je suis arrivée, la Clio était là. Garée de travers. Sale. Une nouvelle éraflure sur le pare-choc avant. Je suis entrée dans la maison sans frapper. La porte était ouverte. Sylviane était dans le salon, en train de regarder la télévision. La télévision qui, je suppose, avait été miraculeusement réactivée. Elle avait dû appeler Bouygues, pleurer, donner mon nom. Où est mon ordinateur portable, ai-je demandé, sans préambule. Ma voix était blanche. Elle a sursauté. Elle a porté une main à sa poitrine. Adélie. Tu m'as fait peur. Tu devrais frapper. Où est mon ordinateur? Celui que j'ai laissé. Oh, ça, dit-elle, d'un ton désinvolte, presque agacé. Je l'ai vendu. Sur le bon coin. Un jeune homme est venu le chercher hier. On avait besoin de courses. Et puis, tu en as un nouveau, non? Celui du travail. J'ai regardé la table basse. Des paquets de cigarettes. Des canettes de bière premier prix. Des chips. Des courses, ai-je répété, ma voix vide. Et puis, j'ai vu. Sur son poignet. Mon bracelet en or. Celui que mes grands-parents m'avaient offert pour mes 20 ans. Et sur la cheminée, la place était vide. L'endroit où ma grand-mère gardait toujours. Où est la boîte à musique de mémé? Ma voix tremblait. C'était la seule chose que j'avais de ma grand-mère. La mère de Sylviane. Oh, ça, dit-elle encore, c'est horrible, oh, ça. Je l'ai donné à Pascal. Il l'a. Je crois qu'il l'a vendu. Pour sa caution. Ou pour l'alcool. Je ne sais plus. Ce n'était plus une question d'argent. Ce n'était plus une question de voiture, ou d'ordinateur. C'était une profanation. Elle avait volé l'héritage de sa propre mère. Elle avait volé mon seul lien avec elle. Tu as volé ma voiture, ai-je dit, constatant les faits. Tu as vendu mon ordinateur.
Tu as laissé papa vendre le seul souvenir que j'avais de m'aimer. Il le fallait, Adélie, a-t-elle crié, sa voix devenant aiguë. Tu nous as tout coupé. Tu nous as laissés sans rien. C'est toi la méchante. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le 17. Une nouvelle fois. Bonjour, gendarmerie? Je voudrais signaler un vol de véhicule. Plaque d'immatriculation? Oui. Et plusieurs objets personnels. L'auteur? Oui. Je connais l'auteur. C'est ma mère. Sylviane. L'intervention de la police pour la voiture a été un désastre. Un cauchemar bureaucratique et émotionnel. C'était ma parole contre la sienne. Je l'ai juste empruntée, n'arrêtait-elle pas de pleurnicher. Elle est méchante avec moi, elle nous a tout coupé. Les gendarmes étaient visiblement mal à l'aise. C'était une affaire de famille. Une dispute de clés. Finalement, ils m'ont rendu mes clés. J'ai dû leur prouver avec la carte grise que j'étais la propriétaire. Ils ont réprimandé ma mère comme on gronde un enfant. Mais aucune charge n'a été retenue. La voiture était à mon nom, c'est vrai, mais l'adresse sur la carte grise était toujours celle de Bétheny. C'était un imbroglio administratif. J'ai récupéré ma voiture, qui puait la fumée froide et la trahison, et je suis parti. J'ai ramené ma voiture chez Clarisse et j'ai pris rendez-vous pour changer les serrures de la voiture. Une dépense de plus. L'échec de l'arrestation de Pascal et le vol impuni de ma voiture par ma mère ont créé une nouvelle dynamique. Une dynamique terrifiante. Ils n'avaient plus peur. Ils avaient compris que la police était réticente à s'impliquer dans les affaires de famille. Et ils avaient compris qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils n'avaient plus de dignité, plus d'argent. Il ne leur restait que la rage. Pascal est sorti de garde à vue 24 heures après son esclandre chez Morgan. Une simple amende pour ivresse sur la voie publique. Les menaces de mort? C'étaient des paroles en l'air, a-t-il dit au juge, j'étais en colère. Il a été relâché. Mais ce n'est pas Sylviane qui a payé sa caution. Elle n'avait pas un sou. C'est Maxence qui m'a envoyé un message, 2 jours plus tard. C'est Didier. Le vieux copain de bar de papa. Celui du PMU. Il est venu ce matin. Il a payé ce qu'il fallait. Ils sont tous les deux dans le salon. Ils boivent. Didier. Un homme que je n'avais jamais aimé. Un de ces types qui sentent la bière et le ressentiment. Un raté qui déteste le monde entier. L'allié parfait pour mon père. La confirmation est arrivée quelques heures plus tard. Un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Tu te crois maline, petite? Tu as joué avec le feu. Tu vas te brûler. Tu vas le regretter. La famille c'est sacré, sale pute. Il n'y avait pas de nom. Mais je savais. C'était lui. Ou Didier. Ou les deux. La syntaxe était trop propre pour mon père. C'était Didier. J'ai bloqué le numéro. J'ai essayé de ne pas y penser. Mais la peur commençait à s'installer. Une peur froide et poisseuse. Le soir, Maxence a appelé. Il ne m'a pas renvoyé de message. Il a appelé. Il chuchotait, enfermé dans la salle de bain, l'eau du robinet coulant pour couvrir sa voix. Adélie, j'ai peur. Vraiment. Papa et Didier sont dans le salon depuis cet après-midi. Ils sont complètement ivres. Ils n'arrêtent pas de parler de toi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ma gorge était sèche. Ils disent qu'il faut te donner une leçon. Que tu te la pètes. Que tu mérites de te faire remettre à ta place. Sa voix s'est brisée. Didier a dit qu'il savait où tu travaillais. Il a dit que c'était facile de t'attendre sur le parking. Mon sang se glaça. Ce n'était plus une question d'argent. Ce n'était plus une question de vol. La menace était devenue physique. Et elle était réelle. Reste dans ta chambre, Max. Ne sors pas, fais-toi petit. Je ne peux plus, Adélie, a-t-il sangloté. Je ne peux plus rester ici. Il m'a frappé tout à l'heure. Parce que je te défendais. Il m'a donné une gifle. Le monde s'est arrêté. Il t'a, quoi? Juste une gifle. C'est rien.
Mais, j'ai peur de ce qu'ils vont faire. À toi. Je ne pouvais plus me cacher. Je ne pouvais plus réagir. Je devais agir. Il était temps de mettre fin à cette guerre. Définitivement. La gifle donnée à Maxence a tout changé. Ce n'était plus ma guerre. C'était devenu une opération de sauvetage. Mais je ne pouvais pas le sauver légalement. Pas encore. Il avait 17 ans et 7 mois. Je ne pouvais pas le prendre sans déclencher une alerte enlèvement. Mais je pouvais mettre fin à la menace. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé la police. J'ai appelé un avocat. J'ai utilisé les économies que j'avais mis des années à constituer pour un acompte sur un appartement. Mon rêve d'avoir un chez moi. J'ai pris rendez-vous. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, précise, les cheveux gris coupés courts, sans fioriture. J'ai tout déballé dans son bureau qui sentait le papier et le café fort. L'expulsion de Noël. La coupure des comptes. La fraude Cofidis. L'arrestation de mon père chez Morgane. Le vol de la voiture par ma mère. La menace de Didier. Et la gifle à Maxence. Elle a écouté sans m'interrompre, en prenant des notes. Vous avez 2 problèmes, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Un problème civil et un problème pénal. Et un problème de sécurité immédiat. Elle a passé 3 appels devant moi. Le premier, au procureur de la République. Le deuxième, à un juge des affaires familiales. Le troisième, à la gendarmerie de Bétheny. Mademoiselle, m'a-t-elle dit, en raccrochant son dernier appel. Nous allons demander une ordonnance de protection. Une ordonnance d'éloignement. Mais pour cela, il nous faut des preuves solides des menaces. J'ai le message de Didier, ai-je dit. Parfait. Mais nous avons besoin de vos affaires. Vos documents importants. Votre acte de naissance, vos diplômes, votre passeport. Nous ne pouvons plus les laisser les utiliser contre vous. La fraude Cofidis n'était qu'un début. C'est ainsi que je me suis retrouvée, une dernière fois, devant la porte du HLM. C'était un vendredi après-midi. Mais cette fois, je n'étais pas seule. 2 gendarmes m'accompagnaient. Ce n'était pas une visite. C'était une assistance de la force publique pour la récupération des faits personnels. C'est Maxence qui nous a ouverts. Il avait un œil au beurre noir. La simple gifle était un mensonge. Mes parents étaient dans le salon. Pascal, dégrisé mais tremblant de rage. Sylviane, qui a essayé de jouer la carte des larmes. Adélie, comment peux-tu nous faire ça? La police? Dans notre maison? Je ne l'ai pas regardé. Je viens chercher mes documents, ai-je dit froidement au gendarme, qui m'a fait signe d'entrer. Je suis allée dans ma chambre. J'ai pris le petit coffret où je gardais mon passeport, mon livret de famille, mes diplômes. Quand je suis redescendue, Sylviane s'est mise devant la porte. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé. Fait pour moi? J'ai explosé. La rage de 24 ans, la fatigue, la peur, tout est sorti d'un coup. Tu es restée assise pendant qu'il me jetait dehors la veille de Noël. Tu as volé ma voiture. Tu as volé les bijoux de ta propre mère, ma mémé. Tu as laissé cet homme frapper ton fils. Tu n'as rien fait. J'ai sorti un document de mon sac. La demande d'ordonnance de protection. Je l'ai tendue à Pascal. L'un des gendarmes s'est approché pour s'assurer qu'il la prenait. Qu'est-ce que c'est que ça, grogna-t-il. C'est un avertissement, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Maître Dubois vous contactera. Si l'un de vous deux, ou votre ami Didier, m'approche à moins de 200 mètres, m'appelle, ou envoie un message à moi ou à mon frère, cette ordonnance deviendra permanente. Et la prochaine fois, ce ne sera pas une garde à vue de 24 heures. Ce sera la prison. J'ai regardé Maxence. L'échymose sur son visage me brûlait les yeux. J'aimerais dire au revoir à mon frère. J'ai marché jusqu'à lui. Je l'ai serré dans mes bras, sous le regard haineux de mon père. Tiens bon, ai-je murmuré à son oreille. Plus que 7 mois. 14 juillet. Je t'aime. Je suis partie. J'ai changé mon numéro de téléphone cet après-midi-là. J'ai déménagé dans un nouveau studio, à l'autre bout de la ville,
dont seule Clarisse, Morgane et Maître Dubois connaissaient l'adresse. J'ai effacé 10 ans de ma vie en une journée. J'étais enfin libre. Mais ma liberté avait un goût amer, car j'avais laissé quelqu'un derrière moi. La partie la plus difficile de mon plan ne faisait que commencer. 2 ans ont passé. 2 années de silence. L'ordonnance de protection a été accordée. Les menaces se sont arrêtées. Le silence est devenu mon allié. La vie, lentement, a repris ses droits. J'ai été promue au travail. Le studio est devenu un petit T2 avec un balcon. Un petit T2 dont je payais le loyer avec fierté. J'ai commencé à sortir avec un homme bien, un ingénieur du son qui trouve ma passion pour les tableurs Excel mignonnes et qui ne boit pas de picon. J'ai appris à dormir la nuit sans sursauter au moindre bruit. J'ai appris à ne pas vérifier mon compte en banque 3 fois par jour. J'ai commencé à vivre. Mais chaque matin, en buvant mon café, je regardais mon calendrier. Je cochais les jours. Les mois. L'anniversaire de Maxence approchait. 14 juillet. Le jour de ses 18 ans, je n'ai pas appelé. J'ai attendu. La peur me tordait l'estomac. Et s'il avait changé d'avis? S'il l'avait retourné contre moi? Si 2 ans de silence avaient effacé ma promesse? À 14h02, mon téléphone a vibré. Un message d'un nouveau numéro. Adélie. C'est Max. Je suis prêt. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis cette nuit de Noël. J'ai pleuré de soulagement, de tristesse, de tout. Je n'ai pas conduit ma vieille Clio, que j'avais revendue depuis longtemps. J'ai conduit ma nouvelle voiture, une petite Peugeot 208, celle que j'avais achetée avec mon propre argent, pour moi-même. Je me suis garé en bas de l'HLM. L'immeuble avait l'air encore plus gris, plus triste. Il était là. Assis sur les marches. Avec un seul sac à dos. Il n'avait pas 18 ans. Il en avait 30. Les 2 dernières années l'avaient vieilli. Mais il était là. Il est monté dans la voiture. Il n'a pas regardé en arrière. Personne n'est sorti pour lui dire au revoir. La fenêtre du salon est restée fermée. Où est-ce qu'on va? A-t-il demandé, sa voix d'homme encore un peu cassée. Où tu veux, ai-je répondu en démarrant. Mais d'abord, on va manger la pizza la plus chère de Reims. Ce soir-là, nous avons mangé. Le lendemain, je l'ai aidé à s'inscrire à une formation de technicien son. Il vit maintenant dans une résidence étudiante. Je l'entends rire au téléphone. Vraiment rire. Un rire léger, sans la peur de déranger qui que ce soit. Il découvre la vie. Et eux? L'ordonnance de protection signifiait que je ne payais plus rien. Absolument rien. Sans mon nom sur le bail de l'HLM, ils n'ont pas tenu 6 mois. L'organisme de logement social les a expulsés pour loyer impayé. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'était par une cousine éloignée qui m'a appelé, gênée. Pascal et Sylviane vivaient dans un studio insalubre dans le quartier Croix-Rouge, tristement célèbre à Reims pour ses problèmes. Pascal, m'a-t-elle dit, est très malade. Son foie. Des années de picon et de bière. Il ne peut plus travailler. Didier, l'ami, a disparu de la circulation. Sylviane, elle, cumule 2 boulots de nettoyage. Tôt le matin et tard le soir. Elle qui détestait tant se fatiguer. L'ironie est cruelle. Il y a 1 mois, j'ai reçu une lettre à mon bureau. Transmise par les RH, qu'il avait reçue au siège. L'écriture était celle de ma mère. Une lettre pleine de fautes, de reproches déguisés en excuses et de demandes d'argent. Ta mère qui t'aime. J'ai regardé l'enveloppe. J'ai pensé à la serviette en papier plié. J'ai pensé au bracelet volé. J'ai pensé à l'œil au beurre noir de Maxence. J'ai donné la lettre à la sécurité. Je ne l'ai jamais ouverte. Je n'ai pas répondu. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de conséquences. C'est la preuve que vous avez le droit de choisir votre famille. Les liens du sang ne sont pas des chaînes. Ils ne donnent à personne le droit de vous détruire, de vous voler, ou de vous frapper. Parfois, pour trouver la paix, vous devez couper les ponts. Vous devez choisir de vous sauver, même si cela signifie partir avec rien d'autre qu'une valise et la promesse d'un avenir meilleur.
Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que j'ai été trop dur, ou était-ce nécessaire pour me protéger et protéger mon frère? Auriez-vous fait la même chose à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation où la famille est devenue votre pire ennemi? Partagez vos propres histoires ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire de vie émouvante. Merci de m'avoir écouté.